Bonjour à tous, chers participants. Au nom des experts Accélère en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé en collaboration avec le Conseil d'affaires Canada-Chine. L'événement d'aujourd'hui porte sur le développement des affaires en Chine. Grâce aux panélistes que nous avons le plaisir d'avoir réunis aujourd'hui, vous pourrez bénéficier de conseils d'experts et de cas pratiques. Permettez-moi tout d'abord de remercier notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble des activités de notre service en commerce international Accélère. Je me présente, Amélie Breton, et je suis conseillère au développement des marchés internationaux à la Chambre. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui sera modéré par M. Philippe Jeannot, directeur de la section Québec au Conseil d'affaires Canada-Chine. Avant de commencer, quelques mots sur le fonctionnement de l'événement. Je vous invite à prendre un moment pour observer les outils dont vous disposez. Si vous avez des questions à poser, je vous demanderai de ne pas utiliser la fonction main levée, mais plutôt de les écrire dans la boîte questions et réponses utilisée au bas de votre écran, au centre. Nous allons y répondre durant la période de questions qui se déroulera à la fin des échanges avec les panélistes. Si vous avez des commentaires ou des problèmes techniques, vous pouvez aussi écrire vos questions dans la section chat. J'aimerais mentionner que le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et que la rediffusion sera disponible sur notre page web. À la fin de l'événement, vous allez également recevoir une demande d'évaluation de l'événement. Nous vous encourageons à la compléter. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre modérateur, Philippe Jeannot, directeur de la section Québec au Conseil Canada-Chine. Monsieur Jeannot, je vous invite maintenant à prendre la parole. Merci beaucoup, Amélie. Mesdames et messieurs, bonjour. Premièrement, permettez-moi de remercier la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l'invitation à participer à ce grand rassemblement. Je m'appelle Philippe Jeannot, je suis le directeur de la section Québec du Conseil d'affaires Canada-Chine. Je suis un ingénieur de formation, gradué de l'École polytechnique de Montréal. Au cours des 15 dernières années, j'ai pu développer mes connaissances d'affaires dans les domaines de la conception et du développement de produits, du marketing, des produits de consommation, du commerce mondial, de la fabrication à l'étranger et de l'approvisionnement, et ce, avec des groupes comme CCM Hockey, Adidas et plus récemment avec le Conseil d'affaires Canada-Chine. J'ai également vécu à Shanghai pour travailler à l'élaboration d'une usine appartenant à des intérêts montréalais. J'inviterai maintenant Luc Lissoire, associé chez Gowling, suivi de Vivian Desmonts, associé avocat spécialisé dans le droit des affaires en Chine de Gowling, à se présenter brièvement. Messieurs, à vous la parole. Merci. Alors, Luc Lissoire, je suis associé au bureau montréalais de Gowling WLG. Je m'occupe des affaires internationales au sein du comité exécutif d'initiative Chine et du Sud-Est asiatique. Ça me fait plaisir de pouvoir présenter mon collègue Vivian Desmonts, qui est lui en Chine. Merci Luc, merci à tous de participer ce matin pour vous au Canada, ce soir pour nous ici en Chine. Donc je m'appelle Vivian Desmonts, je suis avocat français d'origine mixte, français et chinois hongkongais. Je travaille en Chine continentale depuis près de 20 ans. Notre bureau, notre cabinet Gowling à Canton et notre bureau à Pékin, nous sommes présents en Chine depuis 10 ans. J'ai travaillé autrefois dans un autre cabinet d'avocats international ici en Chine. Et donc, je trouve que c'est une très bonne période en ce moment de faire un point ensemble sur développer vos affaires avec la Chine ou en Chine, compte tenu du contexte mondial et puis suite au coronavirus cette année. Luc, Philippe, souhaites-tu présenter un peu plus le cabinet? Je peux le faire à ce moment-là. Gowling WLG résulte d'un regroupement de deux cabinets et qui étaient eux-mêmes internationaux, soit Gowling, la composante canadienne, le WLG, qui était un Rag Lawrence Graham, qui était un cabinet britannique avec des places d'affaires également en Europe continentale, de même qu'en Chine, tout comme nous. Ce que nous avons apporté du côté international, du côté canadien, c'est une présence à Moscou depuis 1991. C'est également une présence à Londres et puis une petite présence à Pékin qui a pu être grossie suite à notre regroupement. Notre approche est celle d'un bureau international, c'est-à-dire qu'on a 1500 avocats ou professionnels dans différentes juridictions. On est présent dans 18 villes dans le monde
avec une approche privilégiée pour une expertise sectorielle et un accompagnement sectoriel de notre clientèle à l'international. Et puis, une des choses qui nous distingue de beaucoup, c'est la décision ou la volonté de ne pas avoir un cabinet, notre propre cabinet aux États-Unis. Merci, messieurs. Très heureux de vous avoir parmi nous. J'inviterai également Carl Brault, fondateur et président-directeur général chez Seymon, suivi de Jean-Luc Hébert, vice-président vente internationale et marketing chez Seymon, à se présenter brièvement. À vous, messieurs. Merci, Philippe. Moi aussi, je tiens à remercier évidemment le CCBC et CMM de la préparation de ce webinaire ce soir. Donc, moi, c'est Carl Brault. Je suis aussi ingénieur de formation. J'ai une maîtrise en ingénierie de l'École polytechnique de Montréal. Je suis aussi un membre de conseil d'administration certifié de UCLA. Alors, Seymon, dans le fond, nous, c'est principalement deux entreprises qui sont dans des secteurs d'activité qui sont quand même passablement différents. Une entreprise qui s'appelle Seymon qui, total, compte à peu près 80 employés. On a une usine à Shanghai. Puis, ce qu'on fait, c'est de la fabrication à contrat, dans le fond, pour des produits soit électroniques ou mécatroniques. Et puis, on fait aussi, des fois, on fabrique pour exporter, mais on fait aussi, dans le fond, souvent des contrats où on fabrique pour des compagnies à l'étranger qui veulent vendre en Chine, dans le fond. Donc, on est bien fiers de cette partie-là du travail qu'on fait. Et puis, je suis aussi propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Realive. Realive, en fait, c'est une entreprise dans le domaine du divertissement qui, à l'origine, c'est un fournisseur de services. Donc, on fournissait le service à Cirque du Soleil pour les tournées, plusieurs. Puis, graduellement, on a évolué le modèle d'affaires. Déjà, l'an dernier, on était déjà un des principaux promoteurs, dans le fond, de shows, certainement ici dans la région de Shanghai. On a été promoteur de Blue Man Group, plusieurs autres spectacles qui ont fait des tournées en Chine. Puis, donc, je pense que ça va être intéressant parce qu'on, j'espère bien, on va tirer des exemples, dans le fond, de cas précis qui vont toucher le divertissement, qui est un secteur qui est excessivement frappé très, très fort, où on était, je pense, on s'efforce d'être créatif pour trouver des choses intéressantes à faire pour s'en sortir. Puis la partie fabrication, jusqu'à un certain point, qui est très différent, mais qui a aussi des défis à sa façon. Donc, bien content d'être avec vous ce matin. Jean-Luc? Bien, merci, Carl. Moi, c'est Jean-Luc Hébert. Donc, je suis au bureau de Montréal, vice-président, donc avec une équipe ici à Montréal. On est 5 personnes qui faisons justement toute la relation avec les clients avec lesquels on travaille ici au Canada. On a un bureau aussi à Ottawa. Puis, ce qu'on développe, bien, un peu ce que Carl disait, c'est tout ce côté développement de produits, développement aussi de marché, idéation de comment on peut travailler efficacement avec la Chine dans les deux directions. Moi, personnellement, je suis ingénieur aussi de l'Université McGill, ingénieur électrique, avec une spécialisation en algorithmes et microcontrôleurs. Mais bon, ça apprend, on apprend et on avance avec ce qu'on apprend. Donc, j'ai travaillé avec ça pendant 16 ans chez IBM à Bromont. J'étais responsable du développement informatique. Puis, ce qui m'a amené à l'Asie, c'est le fait de pouvoir travailler avec un consortium qui s'appelait STI. Donc, je représentais IBM pour le Sony, Toshiba, IBM, les trois compagnies, donc 2 d'entre elles qui étaient en Asie. J'ai beaucoup appris avec ça. Par la suite, je suis allé travailler chez le Facteur d'Or Casavant Frères à Saint-Hyacinthe pour développer les marchés asiatiques. Quand vous allez à Pékin, il y a une cathédrale, la cathédrale de Pékin, bien, il y en a Casavant là-dedans. Ça, c'était un de mes 12 projets en Chine, donc j'en suis assez fier. Puis ça m'a beaucoup appris à travailler avec les corps de métier, la bonne ingénierie, le droit, le financement, le côté artistique, tout ça, parce que quand on fait un orgue dans une salle de concert comme la salle de l'Orchestre philharmonique de Chine, pour laquelle Casavant a un contrat actuellement de fabriquer l'orgue là-bas, il y a un projet de 3 millions de dollars, bien, on apprend à travailler avec plein de gens, puis c'est là que j'ai connu Carl, puis nos intérêts se sont combinés, donc ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis avec Seymon pour faire le côté du bâton ici qui est au Canada. Fait qu'on travaille beaucoup avec des compagnies qui développent des nouvelles choses. Ça va être intéressant de vous partager un petit peu justement l'impact, puis qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle normalité aussi. Ça me fait plaisir d'être avec Luc et Vivian aussi, qui ont un peu le même modèle d'avoir Vivian en Chine et Luc au Canada. Donc, c'est intéressant. Merci. Merci, messieurs. Bienvenue parmi nous. À ce moment, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous présenter le Conseil d'affaires Canada-Chine que nous appelons communément le CCBC. Dans les 120 derniers jours, le monde des affaires que nous connaissons a drastiquement changé. Plus que jamais, nous devons travailler ensemble pour saisir les opportunités du commerce bilatéral
concrétiser les possibilités d'investissement et renforcer les relations économiques entre Montréal, le Québec, le Canada et la Chine. Le CCBC est particulièrement bien positionné et fier de travailler avec ses partenaires comme la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour effectuer ce grand travail. Fondé en 1978 par Paul Desmarais, avec le support de grands partenaires tels que la Banque de Montréal, Bombardier, SNC-Lavalin, Power Corporation du Canada et quelques autres, M. Desmarais était déjà convaincu du grand potentiel économique des relations Canada-Chine. Depuis, le CCBC a bien grandi. Nous comptons parmi nos membres plus de 300 entreprises canadiennes et chinoises représentant tous les secteurs d'affaires. Le CCBC a maintenant 7 bureaux, dont 5 au Canada, soit Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary et Halifax, ainsi que 2 bureaux en Chine, à Beijing et Shanghai, nous donnant une présence permanente en Chine pour représenter les intérêts de nos membres. Nos bureaux à Beijing et Shanghai hébergent nos 2 incubateurs d'entreprises permettant à nos membres canadiens d'utiliser nos locaux et salles de conférence au profit de leur développement d'affaires. À travers nos incubateurs d'entreprises, vous avez l'opportunité d'embaucher des employés directement en Chine pour supporter votre développement commercial sur place, tout en réduisant ou éliminant vos besoins de voyager vous-même vers la Chine, chose qui s'avère possiblement corsée pour encore quelques temps. Avec ce service, le CCBC se charge de la gestion administrative telle les salaires et contributions d'employeurs pendant que vous vous concentrez sur votre développement d'affaires. Le CCBC entretient de très bonnes relations avec tous les niveaux de gouvernement, les entreprises privées et publiques et des investisseurs au Canada et en Chine, nous permettant de vous guider vers les intervenants clés de votre industrie. Nos gens sont très bien outillés pour vous aider à régler vos défis entrepreneuriaux, que ce soit avec les différences culturelles dans les pratiques d'affaires, les politiques locales ou compréhension des marchés. Notre mandat est de s'assurer que vous soyez bien équipé pour chaque étape de votre parcours de développement commercial, que vous soyez au stade d'évaluation ou à l'étape de recherche de partenaires et d'investisseurs. Pour plusieurs entreprises québécoises, la Chine représente toujours une destination de choix pour travailler avec des partenaires manufacturiers. La Chine et ses provinces ont évolué et continuent d'évoluer. Les régions et zones économiques chinoises, qui étaient historiquement qualifiées d'usines du monde, ont vu le départ de plusieurs de leurs entreprises manufacturières vers d'autres régions de la Chine. Ces changements étant le résultat de nouvelles initiatives environnementales, développement urbain et l'évolution des économies locales. Le CCBC, comme l'entreprise Simon, sont des partenaires de choix pour vous permettre d'y voir clair et vous aider à stabiliser ou développer vos chaînes de valeur. En 2019, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et la Chine s'élevait à près de 100 milliards de dollars, échanges qui ont pratiquement doublé au cours des dernières années. Bien entendu, le Québec, de par son rayonnement international et sa bonne réputation en Chine, contribue largement à ces échanges. L'économie chinoise a été gravement affectée par la pandémie dans le premier semestre, mais la tendance à long terme reste stable et offre d'intéressantes opportunités d'affaires. L'évolution de la Chine et de ses initiatives environnementales, de la loi sur les investissements étrangers, de la croissance de ses marchés intérieurs ouvre la porte à plusieurs opportunités d'exportation de biens et services québécois. S'ajoutant aux exportations plus traditionnelles, nous notons de bonnes opportunités dans les secteurs financiers, le domaine de la construction, la gestion des matières résiduelles, les technologies vertes, la production d'énergie à base d'hydrogène et plusieurs autres secteurs industriels. Il est aussi important de souligner l'accroissement en Chine d'une classe moyenne et moyenne aisée, soit quelques 450 millions d'individus qui maintenant possèdent des fonds discrétionnaires et un goût pour les produits d'importation de qualité. Ces consommateurs montrent un intérêt spécial pour les produits canadiens tels que les spiritueux, les produits de soins corporels, les aliments naturels ou fonctionnels, les articles et nourritures pour animaux de compagnie, les manteaux d'hiver, les articles de sport et les produits pour bébés. Ces nouveaux consommateurs s'approvisionnent certes par les modes de distribution conventionnels, mais nous observons une grande tendance à ce groupe de consommateurs de consommer à travers les plateformes de commerce en ligne chinoises. Le groupe Alibaba rapportait récemment que leurs diverses plateformes recevaient la visite de plus de 846 millions d'utilisateurs actifs par mois. Les différentes plateformes en ligne de vente aux entreprises ou de vente directe permettent de distribuer vos services, biens et œuvres culturelles ou médiatiques à l'intérieur de la Chine. Ce point d'entrée sur les marchés chinois abaisse considérablement la barrière à l'entrée et facilite grandement les échanges transfrontaliers. Ces opportunités sont parfaites pour la créativité et l'entrepreneuriat québécois.
Le CCBC, comme la firme Gowling, est particulièrement bien positionné pour vous aider à comprendre et vous positionner sur ce grand marché tout en vous guidant pour éviter les pièges face à la protection de vos marques de commerce et vos produits ou services innovants. Sur ce, je me permettrai de saluer nos membres qui sont présents aujourd'hui et j'inviterai toute autre entreprise à nous contacter pour discuter de vos plans d'affaires en Chine. Je céderai maintenant la parole à Luc Lissoire et Vivian Desmonts de la firme Gowling pour nous présenter leur expérience du marché chinois. Merci. Je crois que, ne vous en faites pas, vous verrez qu'il y a beaucoup de diapositives. Elles seront disponibles par la suite et nous n'allons pas les traiter au complet. Ce qui est important de comprendre, c'est que notre cabinet Gowling est un cabinet dont plus de 30, ou je dirais le quart du chiffre d'affaires est la propriété intellectuelle. Et ça, c'est au niveau de toutes les géographies de notre présence, incluant la Chine. Je pense que, comme on a dit tantôt, on a effectivement quelques bureaux un peu partout. Vous avez vu ça, vous le verrez dans le slide. Ce qui est important, et voilà. Bon, allons-y. Je pense que c'est important, allons-y, on a 20 minutes, on veut parler de la Chine surtout. Moi, je reçois beaucoup les entreprises chinoises qui viennent ici, que ce soit dans les ressources naturelles, que ce soit dans les services de transport et autres. L'expérience est différente pour Vivian qui reçoit les sociétés étrangères, dont les Canadiennes et Québécoises, qui viennent en Chine. Alors, je pense que, Vivian, je vais te céder la parole parce que c'est toi qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui dans ce webinaire. J'espère. On va essayer, en tout cas, on va tout faire pour. Donc, très rapidement, enfin bon, les conseils que l'on donne aujourd'hui, bien sûr, sont des conseils généraux. S'il vous plaît, ne considérez pas ça comme des conseils juridiques qui s'adaptent directement à votre cas et n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter le CCBC si jamais vous avez des questions particulières par rapport à votre situation. Mais ce que je souhaitais quand même justement vous faire part aujourd'hui, c'était l'évolution juridique récente et des développements justement qu'il y a eu en droit chinois et la pratique pour les investissements chinois étrangers ici en Chine. Et puis aussi un deuxième volet sur propriété intellectuelle. On m'a demandé d'intervenir également sur cet aspect-là tout à l'heure. Donc, premièrement, je voulais justement vous faire part de la nouvelle loi sur les investissements étrangers. On peut voir sur la slide suivante. Merci Dina. Que la Chine en fait a adopté une nouvelle loi qui est entrée en vigueur juste récemment, au 1er janvier 2020. Alors évidemment, c'est dans le contexte mondial actuel et la guerre commerciale sino-américaine, mais néanmoins, le premier projet de loi sur les investissements étrangers a été publié dès 2015 et donc, bien sûr, tous les avocats étrangers ici en Chine ou tous ceux qui travaillent dans ce domaine ont considéré que c'était vraiment une étape très importante dans le droit chinois moderne des affaires. Comme vous le savez peut-être, la Chine moderne s'est ouverte ou réouverte aux étrangers vers la fin des années 70 et en 1979, il y a eu une des premières lois modernes en Chine continentale, c'était en réalité la loi sur les joint ventures sino-étrangères. Et donc, depuis 1979, et pendant plus de 30 ans, on a eu tout un corpus juridique ici en Chine avec un traitement différent pour des sociétés à capitaux étrangers ici en Chine et des sociétés 100% chinoises. C'était des règles différentes. Et donc là, avec cette nouvelle loi sur les investissements étrangers, pourquoi c'est important? C'est parce qu'on a un nouveau principe de non-discrimination, un principe de traitement national pour les sociétés à capitaux étrangers ici en Chine. C'est une véritable petite révolution du point de vue juridique en droit des affaires. Et donc, c'est entré en vigueur justement cette année, au 1er janvier 2020. Pourquoi c'est important? Donc, on parlera justement des apports principaux de cette nouvelle loi tout à l'heure. Juste pour parler un petit peu plus du cadre général de cette nouvelle loi sur les investissements étrangers, très concrètement, ça veut dire que toutes les anciennes lois sur les joint ventures sino-étrangères, les sociétés, les filiales à capitaux 100% étrangers, qu'on appelle souvent WFOE, Wholly Foreign Owned Enterprises, toutes ces lois sont finalement abrogées
Et donc, on a une période de transition de 5 ans pour toutes les sociétés préexistantes. Si vous avez, vos groupes ont déjà des implantations ici en Chine continentale sous forme de joint venture ou de société WOFI, eh bien, très concrètement, il va falloir changer les statuts de toutes vos filiales ici en Chine pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi sur les investissements étrangers qui applique en réalité la loi sur les sociétés chinoises, le droit commun ici en Chine. Et quelque part, c'est qu'on peut voir aussi sur la slide suivante, quelque part, cette nouvelle loi, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, je le vois pour nos clients. Et donc, moi-même travaillant en Chine depuis 20 ans, on peut vraiment voir que souvent dans les joint ventures, il y avait des joint ventures qui étaient littéralement bloqués à cause du droit chinois des joint ventures qui exigeait par exemple un accord unanime des actionnaires et des partenaires pour certaines décisions importantes de la joint venture, comme par exemple augmenter les investissements ou pour les cessions de participation. Eh bien, avec la nouvelle loi sur les investissements étrangers à partir du 1er janvier 2020, pour ce qui est des nouvelles joint ventures, eh bien, on respecte la loi chinoise de droit commun et donc l'actionnaire majoritaire qui détient au moins 2/3 des participations, des actions, peut en gros décider de tout. Il n'y a plus d'accord unanime d'après la loi pour les joint ventures sino-étrangères. Il n'y a plus ce droit de veto lorsque, par exemple, vous étiez majoritaire dans une joint venture, mais que le partenaire chinois avait peut-être 5 ou 10% et pouvait vous bloquer certaines décisions critiques pour le développement de la joint venture. Eh bien, ça va changer. Alors, pour ce qui est des joint ventures qui existent déjà, comme je le disais tout à l'heure, il y a une période de transition. Il faut changer le contrat, amender le contrat de joint venture, amender les statuts pour que justement ces nouvelles règles puissent s'appliquer. Si votre partenaire chinois actuel ne souhaite pas modifier le contrat de joint venture et les statuts et souhaite maintenir par exemple son droit de veto, bien, vous allez être un peu bloqué pendant cette période de transition de 5 ans. Mais au bout de 5 ans, d'ici la fin 2024, la loi chinoise, de toute façon, sur la société s'appliquera de pleine force. Et ça peut être une bonne chose justement en matière de gouvernance d'entreprise, en matière de responsabilité personnelle des dirigeants. Si par exemple vous avez un partenaire chinois dans une joint venture qui finalement ne respecte pas tout à fait les décisions du board ou des actionnaires, ça peut arriver, parce que conflit d'intérêts. Il y avait déjà des règles, bien sûr, pour pouvoir engager la responsabilité personnelle des dirigeants, mais avec la nouvelle loi, on peut récupérer le contrôle de la société de manière, disons, peut-être pas plus facile, mais moins difficile en pratique. Vivian, Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais peut-être aller au slide. Vas-y. Non, vas-y. D'accord. Donc, c'était très rapidement, grâce à ce traitement, ce principe de traitement national, on voit très concrètement cette année, en 2020, comme on est tous conscients, il y a le coronavirus et la Chine, on était le pays le premier touché par la crise sanitaire et puis la crise économique. Et donc, la Chine a adopté un plan de relance très tôt, dès le début février. Et donc là, il y a quelques exemples de subventions, de déductions fiscales qui ont été adoptées et qui sont valables pour toute cette année. Ça, c'est au niveau national. Et sur la slide suivante, si vous voulez bien, voilà. Là, c'est au niveau local. Juste avant. Au niveau local, les gouvernements locaux, municipaux ou provinciaux ont également adopté des plans de relance au niveau local, des subventions. Vous pouvez voir qu'il y a quelques différences selon les villes. Donc, si vous êtes implanté déjà en Chine et que vous avez des sociétés dans différentes villes, vos équipes ont pu justement vous faire part depuis février qu'elles pouvaient bénéficier de certaines subventions et vous avez dû découvrir qu'il y avait des différences d'interprétation, même des différences de réglementation d'une ville à l'autre. Donc, Luc, est-ce que tu souhaitais sur du point de vue de joint venture ou droit des sociétés faire part de quelques remarques de ton expérience? Je crois que le test de cette transition législative va réellement être l'implication des tribunaux dans le respect des nouvelles structures. Est-ce qu'on peut offrir un peu de réconfort ou c'est encore trop tôt? Alors, au niveau des tribunaux, c'est encore trop tôt. Par contre, on peut déjà le voir pour les administrations d'enregistrement ici en Chine. Et si vous avez une société ou des sociétés filiales en Chine, vous savez le poids des autorités administratives ici en Chine pour les opérations commerciales sur place.
les autorités, on le voit dans toutes les villes, respectent cette nouvelle loi sur les investissements étrangers et parce que la loi a été publiée déjà depuis très longtemps, plus de 6 mois dans sa version définitive. Et surtout, l'autorité au niveau central a adopté plusieurs règlements d'application juste après Noël l'année dernière, le 28 décembre, entré en vigueur au 1er janvier 2020, pour vraiment veiller à ce que les autorités locales respectent cette nouvelle loi sur les investissements étrangers. C'était bien sûr sur contexte de la guerre commerciale sino-américaine et le gouvernement de Pékin voulant faire bonne figure et puis essayer de faire respecter cette nouvelle loi. Merci. Au niveau des tribunaux, ce que l'on peut voir aussi, ce que je vois aussi en pratique ici en Chine, pour les joint ventures, très souvent, lorsqu'on a un partenaire chinois, en cas de conflit, de contentieux, de litige sur les relations entre associés, dans le contrat joint venture, en général, il y aura plutôt une clause d'arbitrage, plutôt que de se référer aux tribunaux populaires locaux. Et commissions d'arbitrage, il y en a nombreuses ici, internationales en Chine. Il y en a également dans toute la région Asie-Pacifique pour des contentieux ici en Chine. Et ça fonctionne plutôt bien. Et on voit nettement une évolution depuis les 5 dernières années où la Cour suprême de Chine défend et vraiment soutient les commissions d'arbitrage internationales et la reconnaissance des sentences arbitrales par les tribunaux populaires locaux pour l'exécution. Surtout Singapour, je comprends. Par exemple, Singapour, par exemple, Hong Kong. Alors, pour juste fermer la parenthèse sur l'arbitrage international, Hong Kong bénéficie également d'un statut spécial en matière d'arbitrage et notamment pour les mesures provisoires, mesures conservatoires ici en Chine. Merci. Alors peut-être qu'il nous reste 10 minutes, donc peut-être Dina, si on peut commencer. Voilà, la deuxième partie de notre intervention, donc au Gowling ce matin, au Canada, à la propriété intellectuelle. Beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur la propriété intellectuelle en Chine. En 10 minutes, ça va être compliqué de tout évoquer. Néanmoins, je voulais vous faire part des développements récents que l'on peut voir ici en pratique. Avant cela, au niveau, juste pour resituer le contexte, qu'est-ce qui est protégeable en Chine en matière de droit de propriété intellectuelle? C'est assez classique, comme vous pouvez connaître au Canada, les marques, notamment les marques verbales et puis les marques logo figuratives. Néanmoins, ici en Chine, assez récemment, il y a eu une réforme de la loi sur les marques et on peut, depuis 2 ans, enregistrer des marques 3D ici en Chine. On peut aussi enregistrer des marques sonores. Là aussi, toutes les juridictions ne reconnaissent pas ce type de marque. Ici, on peut le faire en Chine dès lors que, bien sûr, on est capable de prouver l'originalité de sa marque et qu'il n'y a pas d'autres marques similaires qui ont déjà été déposées ici en Chine. Juste pour mémoire ou rappel, la Chine est un pays où effectivement c'est le premier qui s'enregistre, qui est le premier servi. Donc, si vous souhaitez vendre en Chine, surtout bien sûr la recommandation de rigueur, c'est d'enregistrer vos marques dès que possible, le plus tôt possible ici en Chine, ou de l'enregistrer de manière internationale à partir du Canada avec extension pour la Chine. Ça également, c'est possible. D'autres droits qui sont protégeables ici en Chine. Ah, Dina, je n'avais pas fini la slide, merci. Ce sont les droits d'auteur. Droits d'auteur, là aussi, copyright. Donc là, c'est un peu similaire plutôt à la conception européenne et pas vraiment américaine du copyright. Ici en Chine, donc c'est un système de droit continental ou de droit civil. Le droit d'auteur, il y a différents aspects et tous les aspects ne peuvent pas être cédés. Alors que je comprends qu'au Canada et aux États-Unis, par exemple, on peut tout à fait céder l'intégralité des droits d'auteur du copyright. Ce n'est pas le cas ici en Chine. Je ne vais pas m'appesantir sur ce point plus technique à ce stade. On peut également protéger naturellement des brevets, plusieurs formes de brevets. On appelle des brevets d'essai, des brevets d'invention. Là aussi, bien sûr, il faut pouvoir prouver l'invention. Si vous avez déposé, par exemple, un brevet au Canada ou aux États-Unis, attention, vous avez un certain délai à respecter. En général, c'est 1 an à 1 an et demi, selon les cas, pour pouvoir déposer la même invention comme brevet ici en Chine. Et la recommandation de rigueur par expérience de notre cabinet ici en Chine, c'est que dès lors que, même si vous ne vendez pas en Chine, dès lors que vous faites fabriquer en Chine, vraiment, dès que possible, essayez d'enregistrer également les brevets pour éviter que votre fournisseur chinois ne vous copie, ne vende des contrefaçons.
voire apporte des améliorations techniques dont il serait propriétaire et pourrait lui-même breveter. Si vous n'êtes pas bien protégé, là, effectivement, ce sera très compliqué de se défendre. Donc, vraiment, pensez à enregistrer vos droits de propriété intellectuelle ici en Chine continentale pour pouvoir justement se battre en cas de contrefaçon. Et sur le plan juridique, il y a également, bien sûr, le concept de la concurrence déloyale et puis d'autres types de droits qui sont protégeables. Juste pour aller un petit peu plus vite et avancer, pour laisser la parole aussi aux autres plus tard. Dina, la slide suivante. Voilà. Ce soir, aujourd'hui, pardon, je voulais vraiment évoquer avec vous l'explosion du e-commerce ici en Chine. Je ne sais pas si vous en êtes tous conscients, mais ici en Chine continentale, le e-commerce est vraiment en avance et je pense, j'en suis convaincu, et même en avance par rapport au e-commerce aux États-Unis. On le voit ne serait-ce qu'en termes de volume. Et évidemment, la Chine, avec ses 1,4 milliard d'habitants, et cette année, officiellement 900 millions d'internautes ici en Chine. Avec le coronavirus, vous pouvez imaginer que le e-commerce a encore plus explosé et encore plus de gens ont pris les habitudes d'acheter en ligne, et pas seulement les jeunes. Et déjà l'année dernière, en 2019, le volume d'e-commerce pour la vente de biens B2B entre sociétés ou alors de sociétés à consommateurs était estimé à 1500 milliards d'US dollars, qui est plus du double du marché américain et qui est équivalent finalement à la somme de tous les marchés e-commerce du monde, 1,5 milliard de dollars. Et cette année 2020, au cours du premier trimestre, après le pic de l'épidémie du coronavirus, le grand groupe Alibaba a annoncé qu'en fait, voilà, il y avait encore plus d'achats, il avait encore explosé son chiffre d'affaires, augmenté de 20 à 30% en 3 mois en 2020. Donc, vous pouvez imaginer les volumes que ça représente, c'est massif. Donc, nous, bien sûr, notre expertise au cabinet, on accompagne également les sociétés canadiennes qui souhaitent vendre leurs produits ici en Chine, soit les consommateurs, soit également en B2B. Donc, je ne vais pas lister tous les différents services. La présentation PowerPoint vous sera envoyée plus tard. En termes de géants de l'Internet chinois, donc pour le e-commerce, on ne parle pas des GAFA, des GAFAM ici en Chine. Comme vous en êtes conscient, ici, l'Internet en Chine est censuré. On a ce qu'on appelle le grand pare-feu chinois ou la grande muraille chinoise, le Great Firewall chinois. Donc, dans les GAFA ou GAFAM, en réalité, il y en a déjà 2 qui sont censurés. Absolument impossible d'accéder à une page Google ou un service Google quand on est en Chine ici, ni même à Facebook. Et tous leurs services sont inaccessibles, comme si le site n'existait pas, tout simplement. Amazon a essayé effectivement d'attaquer le marché chinois du e-commerce et c'était l'année dernière, il me semble, se sont un peu déclarés vaincus par ces grands mastodontes chinois qui sont ce qu'on appelle les BAT, Baidu, Alibaba, Tencent. Alibaba, j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un groupe immense. On a également Tencent qui est propriétaire de WeChat, qui est l'application de messagerie instantanée, réseau social. C'est plus que Facebook, c'est plus qu'Instagram. On paye avec WeChat. Moi-même, depuis plus de 3 mois, je n'ai pas utilisé de cash ici en Chine. Je n'ai pas utilisé de carte bancaire. J'ai utilisé WeChat avec des QR codes et j'ai scanné des QR codes chaque fois pour faire des paiements en physique dans les magasins ou même dans les taxis. Donc vraiment ici, le e-commerce, les paiements électroniques, on est vraiment très en avance maintenant en Chine. Ça s'est développé de manière incroyable en juste quelques années. Du point de vue juridique, nous, les sujets que l'on voit pour nos clients, ce sont plutôt des sujets qui tournent autour de ce qu'on appelle la cybersécurité ici en Chine. Il y a une loi qui a été adoptée en 2017, appliquée en 2018, et qui est entrée en vigueur en Chine à peu près à la même période qu'en Union européenne, ils ont eu le RGPD. Sauf qu'en Union européenne, le RGPD, l'approche, c'est de protéger les sujets des données, accorder au sujet des données personnelles des droits sur leurs propres données auprès des opérateurs Internet. Ici, en Chine, l'approche est assez différente. La loi cybersécurité et les chapitres sur les données personnelles ici en Chine, au niveau de la loi, l'objectif, c'est surtout de protéger les intérêts de l'État et de l'accès par le gouvernement aux données personnelles critiques. Donc, en termes de localisation des données, en termes de services cloud, si vous utilisez ou vous vendez des SaaS, Software as a Service,
ça utilise des services cloud. Et si jamais vous utilisez un service cloud, par exemple celui de Google, eh bien, en fait, vos clients en Chine ne pourront pas accéder à vos services puisque vous les censurez. Microsoft, Apple, eux-mêmes n'ont pas eu le choix. Ils ont dû coopérer en joint venture avec des partenaires chinois locaux dans la province du Guiyang, une des provinces pauvres de Chine, sur impulsion du gouvernement chinois pour pouvoir continuer à servir les clients en Chine avec l'iCloud, par exemple, pour Apple ou avec Microsoft Azure, le cloud professionnel. Amazon a également développé un cloud ici en Chine, AWS, mais aussi partenaire chinois. Donc, c'est comme s'il y avait un cloud international et un cloud propre à la Chine. Souvent, ça pose problème à nos clients. Je voulais terminer aussi sur la protection des droits de propriété intellectuelle, par exemple dans le secteur culturel. Et depuis le coronavirus, comment est-ce que des entreprises canadiennes peuvent servir le marché chinois. Comme vous le savez peut-être, les frontières chinoises sont encore fermées aux étrangers suite au coronavirus. Ça fait déjà 6 mois. Et donc, les artistes canadiens, par exemple, ne peuvent pas se rendre en Chine. La frontière est fermée. Donc, on a effectivement plusieurs clients, des prospects qui se demandent comment est-ce qu'elles peuvent vendre leurs spectacles par Internet avec des plateformes justement vidéo accessibles en Chine. Eh bien, très souvent, ça va être un partenariat qu'il va falloir envisager avec l'une des sociétés de ces 3 grands groupes chinois, les PAT. Et en termes contractuels, vraiment faire attention justement à la cession des droits d'auteur sur vos spectacles, les droits aussi de propriété sur les vidéos, tout ce qui est enregistrement audio-vidéo, droits de photo, droits d'image. Donc là, justement, on peut aussi conseiller là-dessus. Merci. Est-ce que vous voulez intervenir aussi? Non, ça va. Je pense que ça y est pour notre période allouée. Pour notre temps. Et il y a une session de questions-réponses tout à l'heure également. Exact. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment pour cette présentation, ces précieuses informations. À ce moment, j'inviterai maintenant Carl Brault et Jean-Luc Hébert de Seymon à prendre la parole et nous partager leurs connaissances de la Chine et leur champ d'activité. Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup aussi à Vivian. C'était très intéressant. Pour ma vidéo, est-ce que Dina, c'est possible de l'activer? Merci. Donc, aujourd'hui, dans le fond, la façon que j'ai monté la présentation, c'est essentiellement comme un cours de MBA, je dirais. J'ai essayé de sortir 4 exemples les plus concrets possibles pour être capable de vous permettre de visualiser un peu, mettons, un cas d'affaires qui serait arrivé en décembre l'année passée, et puis le transposer, dans le fond, en mai ou en juin 2020, puis comment ça a été traité complètement différemment. Donc, j'ai 4 cas. Je vais vous présenter exactement la situation, après, par la suite, les choses qu'on a tenté de faire par la suite, puis certaines conclusions, je pense, qui sont potentiellement intéressantes. Puis c'est aussi dans le but d'essayer de faire des exemples qui pourraient potentiellement être transposables là, du côté canadien. Puis peut-être via les exemples, vous pourrez peut-être mieux comprendre aussi la réalité des affaires en Chine actuellement. Donc, en continuité avec Vivian, on va commencer dans le domaine du divertissement. Donc, je ne passerai pas trop de temps sur présenter Real Live, juste pour vous dire que, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, on est un promoteur. Donc, dans la plupart des cas, dans le fond, actuellement, on serait en train de faire des spectacles puis d'avoir des revenus de spectacles qui rentrent. Mais comme vous savez tous, ça a été un des secteurs de divertissement live qui a été frappé le plus durement par la crise. Donc, au moment où on se parle, c'est possible dans certaines villes de la Chine de faire des spectacles, mais pour obtenir les licences de performance, c'est encore très difficile. La plupart des villes ne le permettent toujours pas. Donc, il y a certaines possibilités, comme par exemple ici à Shanghai, c'est possible de faire des spectacles avec 30 % d'occupation. Donc, si on tombe tout de suite dans notre premier cas, si Dina, tu peux me changer la diapositive. Donc, c'est très simple. Hein? C'est de dire comment on fait pour monétiser des shows live en 2020. Parce qu'actuellement, la plupart des endroits, dans le fond, on peut juste avoir 30 % des gens dans une salle. On pense peut-être que ça va bouger à 50 % un petit peu plus tard dans l'année, mais c'est très peu probable que d'ici la fin de l'année, on puisse excéder 100 %. Puis pour que vous sachiez, si ce n'est pas évident,
À 30 d'occupation dans une salle, c'est à peu près impossible de faire de l'argent dans le domaine du divertissement. Okay? Même, je dirais, les seuils de rentabilité 40, 50. Normalement, on s'attend à avoir à peu près 70 Là, on a fait un pas pire projet, évidemment. Au-delà de ça, là, on fait quelque chose de bien. Donc, si on passe à la prochaine diapo, le projet que je vais vous présenter, c'est AKB 48. Okay? Donc, AKB 48, c'est un idol band. En fait, c'est une marque japonaise à la base, mais c'est un groupe chinois, dans le fond, qui roule déjà depuis quelques années. Ils sont très populaires en Chine. Nous, l'histoire veut on a acheté 15 de leurs spectacles à être présentés en 2020. On a fait un dépôt d'environ 250 000 je crois que c'était en décembre de l'année passée. Puis, l'objectif, c'est qu'on avait des spectacles commençaient à Wuhan, pouvez-vous imaginer, le 4 avril de cette année. Donc, ça c'est pas arrivé, évidemment, Wuhan étant essentiellement l'épicentre de l'épidémie. Donc, il y aura probablement aucun spectacle cette année qui sera donné par AKB 48. Donc, le défi, c'est ça, c'est de voir, bon, on a investi dans ce projet-là. Si on laisse les choses aller, on va seulement avoir des revenus en 2021, OK? Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire pour essayer de générer des revenus ou faire quelque chose avec cette IP-là, dans le fond, cette année? Donc, je vais vous donner 2 projets qu'on a fait avec AKB 48, OK? Toujours dans le contexte qu'on n'est pas capable d'avoir plus de 30 actuellement de personnes dans une salle à Shanghai. Le premier, c'est un spectacle privé. Okay? Donc, ça a eu lieu environ... En fait, il y en a eu 2. OK? Puis, c'est assez impressionnant ce qui est arrivé. Dans ce cas-là, on a fait un spectacle privé où on invitait juste... Bon, pour vous situer, là, AKB a à peu près 1,2 million de fans sur Weibo, qui est comme un peu, pas Facebook, mais un peu comme un endroit où il y a beaucoup de fans, dans le fond, qui suivent leurs idoles en ligne. Donc, c'est quand même assez gros ici en Chine. Puis, on a fait un spectacle privé à Shanghai où on invitait seulement 40 personnes. OK? Donc, 2 fois 40 personnes dans une salle avec un spectacle. OK? Vous voyez la photo que vous voyez sur la diapositive. Ça, c'est moi en catimini. Là. Je ne pense pas qu'on était vraiment supposé prendre une photo, là, mais j'ai comme en catimini pris une photo de ces personnes-là. Là où ça vient... Bon, mais vous voyez, là, avec 40 personnes, c'est sûr qu'on ne fait pas d'argent, right? Mais c'est 2 choses. La première, c'est que ces 40 personnes-là, pour assister, c'est des vrais fans. C'est 40 sur des millions. Eux autres, c'est des vrais fans. Ils ont payé, en fait, l'équivalent d'à peu près 1 900 $ canadiens pour assister au spectacle. Okay? On pourrait dire, il me semble que c'est cher pour voir un spectacle, mais je vais vous dire sincèrement, les gens qui étaient là, ils étaient émus, ils étaient contents, ils ont pu voir leur idole après le spectacle, ils ont serré la main. Je pense qu'ils étaient vraiment contents de leur expérience qu'ils ont pu vivre lors du spectacle. OK? Mais ce qui rend ça plus intéressant encore, c'est que le fait que pendant qu'il y avait le spectacle en VIP, il y avait aussi un live broadcast qui avait lieu en simultané. Okay? Donc, il y avait des caméras, comme si c'était un spectacle à téléviser. Puis, il y avait un live broadcast qui était sur Bilibili, là, une des plateformes. C'est un peu comme YouTube, je dirais, si je peux trouver quelque chose qui est le plus proche actuellement au Canada. Puis, sur Bilibili, ils payaient 48 RMB par personne, à peu près 9 $ canadiens. Imaginez qu'il y a eu 110 000 personnes qui ont assisté au spectacle sur Bilibili. Donc, 110 000 fois 9, oui, ça fait à peu près $1 million. OK? Jamais qu'on ferait $1 million sur un spectacle comme ça. On va faire, si ça va bien, on va faire 20 000 $. Donc, imaginez que l'exemple, dans le fond, qui est arrivé, qui est un exemple de online to offline, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut retenir. Okay? Premièrement, le fait qu'on a, vous pouvez passer à l'autre diapositive où c'est juste une photo du spectacle là, qui est arrivé. Donc, ça, c'est le spectacle lui-même. Vous voyez, c'est très, très simple. Ils sont juste sur la scène avec un background noir. Mais c'est VIP, c'est basse densité. Puis, le fait que ça soit fait simultanément en ligne et simultanément en VIP, dans le fond, de façon privée, en tout cas, nous, ça nous a permis vraiment de réussir ce spectacle-là. Puis la leçon que je prendrais peut-être de ça, c'est le fait de combiner, dans le fond, un événement qui est de basse densité. On va être en basse densité, dans le fond, c'est sûr, encore au moins pour presque 1 an, probablement, dans les événements live. Donc, il faut rendre l'expérience beaucoup plus VIP. Là. Donc, avoir de la distance. Il y avait tous quelque chose de signé lorsqu'ils venaient. Ils pouvaient voir leurs idoles après. Ils pouvaient prendre des photos. OK, donc, ils payaient aussi plus cher. Puis, éventuellement, dans le fond,
évidemment, combiner ça avec quelque chose qui est en ligne, mais qui est monétisé. Mais pour être capable de le faire, dans le fond, ça prend déjà une plateforme en ligne qui fonctionne bien. Au Canada, il faudrait trouver laquelle qui serait équivalent. Dans le cas de nous, ça a été vraiment un succès. Là, vous voyez justement les membres de l'équipe de Real Life qui géraient le spectacle, Gauthier puis Kim, qui sont sur scène avec les gens là. Donc, en conclusion, OK, il y a aussi un élément, je pense, du fait qu'actuellement, si on prend cet exemple-là, les fans, là, ils avaient prévu aller voir leur tournée quand ça commençait en avril, ils n'avaient pas la chance de le faire. Donc, il y avait cette demande latente-là qui était présente. Les gens voulaient vraiment aller voir un spectacle, mais ils ne pouvaient pas aller le voir. Donc, à partir du moment où on a ouvert la porte d'être capable d'aller les voir en ligne sur Bilibili, bien, dans le fond, ça a vraiment rentré fort. Ça a été un succès incroyable. Donc, c'est tout pour mon premier exemple. Je vais faire une conclusion un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, si on tombe dans notre deuxième exemple, dans le fond, en termes d'études de cas pour AKB 48, la prochaine diapositive, on crée quelque chose qu'on appelle la zone AKB 48. OK? Qu'est-ce que c'est la zone AKB 48? Bon, vous voyez sur la photo ici, là, c'est une zone où il y a du live broadcast, dans le fond. Ça veut dire qu'ils sont là, ils sont en ligne directement encore là, sur une des plateformes en ligne, dans le fond, où les gens sont capables de regarder. Là, il y en a plusieurs en Chine, il y en a aussi au Canada, aux États-Unis. Ça, dans le fond, c'est un exemple de quelque chose qu'on a fait en ligne qui n'était pas dans la zone AKB 48. Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple. Bon, il y a des caméras, il y a un petit peu d'images. Puis, vous le voyez, la photo un petit peu plus verticale, dans le fond, c'est exactement la façon que ça se fait actuellement. Puis, on ne voit pas le chiffre, mais il touche à peu près 20 à 30 000 fans, dans le fond, qui écoutent comme ça leur live broadcast qui ont lieu quelques fois par semaine. Des fois, là, il y était plusieurs personnes parce que ça, c'est un événement spécial qu'on faisait avec Yamaha, qui était commandité par Yamaha. Mais de façon générale, ça peut être juste qu'ils chantent une chanson. C'est quand même des artistes de talent. Là. Ils peuvent jouer au piano, ils peuvent faire différentes choses, mais il y en a plusieurs par semaine. Si on passe à l'autre diapositive, c'est quoi l'idée maintenant de faire une zone AKB 48? La zone AKB 48, en fait, c'est une zone, c'est un retail space. C'est un magasin dans un centre d'achat, imaginez. Donc, on ouvre un magasin, OK, AKB 48. AKB 48, là, c'est un band. Ça n'a aucun lien avec le retail, normalement. Donc, on fixe un endroit, OK, où tous les live broadcasts vont avoir lieu, qui est dans un centre d'achat au centre-ville de Shanghai. Donc, à toutes les semaines, OK, au lieu de faire ça de la maison, de faire ça, vous avez vu un peu la photo qu'on avait tantôt, c'était pas si professionnel, là. On fait ça on monte un véritable studio. Vous voyez l'image? Donc, c'est un véritable studio, dans le fond, comme s'il était essentiellement à la télévision. Ils font leur live broadcast maintenant dans un endroit qui est préparé et qui est spécialisé pour faire du live broadcast. OK? Donc, si on passe à l'autre diapositive, dans la zone AKB 48, en plus d'avoir, dans le fond, la partie où il y a du live broadcast 3 fois par semaine, bien, il y a aussi une zone qu'on appelle le pod zone. Donc, les pods, dans le fond, c'est des compagnies qui veulent présenter leurs produits, qui veulent s'associer, dans le fond, aux live broadcasts qui ont lieu par AKB 48. Et puis, des fois, il y a des petits concerts qui ont lieu. Donc, pour donner des exemples de compagnies avec qui on travaille, c'est par exemple des compagnies qui font des breuvages, des compagnies qui font une compagnie australienne qui fait des produits de chocolat. Il y a une autre compagnie qui fait des thermos. Donc, grosso modo, c'est que lorsqu'un live broadcast, OK, on utilise les gens qui normalement seraient des musiciennes à chanter sur un stage, mais leurs live broadcasts sont très populaires. Donc, au lieu de le faire sur un stage, ils le font dans la petite zone qu'on avait tout à l'heure en live broadcast. Donc, peut-être elle va chanter une chanson. Par la suite, dans le fond, directement dans la zone. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça attire évidemment des gens dans le centre d'achat. Les gens viennent voir le live broadcast. On n'a pas de photos, mais on les voit. Là, ça occupe essentiellement une grande partie du centre d'achat quand ça tombe live. Puis, par la suite, bien évidemment, ils peuvent présenter un produit, boire un breuvage, etc. Donc, indirectement aussi, il y a une notion commerciale puis de sponsorship aussi qui nous permet de monétiser aussi. Vous avez une photo, il y a un genre de café aussi en haut à droite là, dans la zone. Donc, aussi, parce qu'évidemment, c'est un zone retail. Donc, il faut que ça reste ouvert 7 jours par semaine. Donc, quand les idoles ne sont pas sur place, les gens peuvent quand même aller au café. Il y a une petite zone qui présente, dans le fond, le groupe. C'est aussi un peu le lieu où les fans se retrouvent. Là, dans le fond, ils échangent un petit peu des articles qu'ils ont avec leurs idoles, etc. dans la zone. Mais c'est très particulier de penser à dire que d'un show live, on en a fait un espace de retail.
donc qui s'appelle la zone KB48 Zone à Shanghai. Fait que si on passe à l'autre diapositive, vous allez voir un petit peu le layout dans le fond de la zone. C'est quand même assez intensif. C'est la zone en gris. Là. Désolé, c'est un plan gris, mais vous voyez un peu là. En bas à droite, c'est le corridor qui est comme vous avez la zone de broadcast. Après ça, vous avez le café. Il y a une petite scène qui est ici avec des pods en arrière. En tout cas, juste pour dire que finalement, on a vraiment aménagé, on aménage un espace de retail pour être capable de faire une zone de live broadcast qui va s'appeler AKB 48. Donc, c'est une. Puis si on conclut, dans le fond, maintenant, sur la prochaine diapositive, sur nos 2 premiers cas, c'est quoi les particularités? OK? Le premier, de toute façon, on ne peut plus être juste offline. On ne peut plus juste être on stage. On ne fera pas d'argent. Donc, il faut miser sur O2O. Offline, dans le fond, c'est d'essayer d'avoir une expérience qui est le plus VIP possible, basse densité. Puis online, ce qu'on appelle le one-to-one million, c'est de dire il faut trouver des plateformes en ligne, dans le fond, dans le fond, si vous faites juste un broadcast à vos amis, ça ne fonctionnera pas. Mais là, pour aller à one-to-one million, nous, c'était Bilibili, qui est une plateforme très, très populaire en Chine. Si on passe à notre troisième cas, dans le fond, puis je vais faire ça assez rapidement, Spigenzuki Save the Tree, ben, dans le fond, c'est notre propre brand qu'on a créé un spectacle. OK? Donc, si on peut aller à la prochaine diapositive, c'est un spectacle qui aurait normalement commencé cette année. Voyez-vous, c'est un spectacle simple pour enfants avec, au début, il y a des détritus, puis lorsqu'ils apprennent qu'il faut qu'ils enlèvent ça, dans le fond, l'arbre croît, puis tout. Mais si on continue sur la prochaine diapositive, encore, on va avancer plus rapidement pour que je puisse laisser plus de place que possible à Jean-Luc. Dans le fond, comment on a changé le projet? Parce que c'est ça, dans le fond, qu'on parle. Hein? C'est de changer les projets de l'année passée à cette année. On en fait un dessin animé. Donc, cette année, c'est un dessin animé. Voyez-vous, là, il y a quelques images. En fond, c'est en cours de construction. Ça va sortir juste le prochain mois. Donc, ça devient un dessin animé. Puis, si tu peux aller à la diapositive après, puis la façon qu'on monétise le dessin animé, c'est un petit 1 minute, dans le fond, de dessin animé avec les valeurs de Spigenzuki. Et il y a certains produits, dans le fond, qui sont vendus. Une app. Il y a aussi, on peut grossir sa propre plante, dans le fond, directement à partir de... dans le fond. Donc, on regarde le dessin animé. Puis à la fin, on a l'opportunité d'aller acheter un produit. Dans le fond, c'est la façon qu'on le monétise. Ce qui serait un show, ce qui aurait normalement été un show, mais qui serait reporté l'an prochain. Si on passe à la prochaine diapositive, donc c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis sur l'IP, qui est Spigenzuki, dans le fond. Il faut monétiser en ligne, puis il y a toujours le fameux 1 à 1 million qu'il faut faire. Si je pense à mon dernier exemple très rapidement, qui est un produit Simon, cette fois-ci, c'est un produit fabriqué. OK? Donc, Simon, c'est une usine, dans le fond, fabrique des produits électroniques. Prochaine diapositive. Donc, on a créé dans le fond, l'idée est venue d'une compagnie québécoise qui s'appelle Goliath. Il fallait travailler dans la nouvelle normalité. Donc, ils ont développé un produit, puis on va vous montrer rapidement une vidéo du produit sur la prochaine diapositive. Donc, ce que le produit est, c'est simplement, voyez-vous, là, il y a un petit, c'est quelque chose de très simple, mais c'est dans la nouvelle normalité. C'est quelque chose qui tient le désinfectant pour les mains. On peut soit l'attacher directement sur une surface métallique ou l'attacher sur des échafaudages, voyez-vous, donc il y a les deux fonctions, donc c'est un produit très simple. Pourquoi c'est intéressant, dans le fond, cet exemple-là, c'est que c'est un produit qui a été développé en 5 semaines entre la compagnie canadienne, qui est Goliath, et nous, dans le fond, qui était à Montréal en ingénierie, puis en Chine pour la fabrication. Puis, je dirais que la particularité de ce projet-là, c'est vraiment le niveau de collaboration. Je pense qu'on peut passer à l'autre diapositive pour la suite. Donc, dans le fond, ce qui caractérise le projet vraiment, c'est le niveau de collaboration. Voyez-vous, on a fait une multitude de posts en ligne, de la publicité, on a fait un séminaire ensemble, puis éventuellement, si on va sur la dernière diapositive, juste pour dire la conclusion de l'exercice, qu'est-ce qui en a fait un succès du projet? Bon, je pense le fait que c'est un produit qui est véritablement la dernière où il y a un petit peu plus loin, Dina, juste la dernière diapositive de ma partie, un peu plus loin. Ça, dans le fond, c'est des exemples de posts qu'on a fait en ligne pour vendre le produit de façon conjointe. On a créé un site web, oui, celle-ci. Donc, ce qui a fait la force du projet, c'est qu'on avait une étroite collaboration sur le design, sur la mise en production, sur le marketing où on partage l'histoire. Et puis finalement, comment on a fait de 1 à 1 million, dans le fond, dans ce cas-là, c'est via les relations publiques, le fait qu'il y avait une belle histoire à raconter d'une collaboration. Puis c'est ce qui en a fait un succès. Sur ce, je vais laisser la parole à Jean-Luc. Oui. Bien, merci, Carl. Effectivement, c'est un travail d'équipe.
là-dedans, entre le bureau de Montréal et le bureau de Shanghai, comme disait Carl. D'ailleurs, l'ingénieur qui a travaillé, je pense qu'Éric Savage est online avec nous autres, là, qui était l'ingénieur de Simon Montréal, qui a travaillé avec Goliath pour développer le produit. Puis c'était une très belle expérience. Ce qui fait qu'en ayant un bureau à Montréal et à Shanghai, vous pouvez comprendre que nous autres, on a été frappés 2 fois, un peu comme Parlement Gorlings aussi, Luc et Vivian. C'est-à-dire que quand on a été frappé par la crise du COVID au retour du Nouvel An chinois, il ne se passait rien de tout ça, nous autres, à Montréal, évidemment. Puis on s'inquiétait un peu de ce qui se passerait là-bas. Puis les gens là-bas s'inquiétaient à juste raison, qu'ils ne savaient pas maintenant les informations qu'on a, comme quoi ça touche selon les tranches d'âge, puis que ça se transmet de telle façon, puis tout ça. Ce qui a amené au niveau de Simon tout de suite à se poser des questions sur comment on fait pour avancer. Ce qui a amené d'ailleurs un article dans le Journal des Affaires écrit par François Normand où Carl avait listé les 10 principes qu'il avait appliqués en confinement chez eux, 10 choses qu'ils avaient développées. Puis à partir de là, on a fait beaucoup de webinaires et de présentations. Puis nous-mêmes, on l'a appliqué. Puis ça s'est avéré quand même assez positif. Donc, ce qui reste de ça un peu, j'ose vous en parler, puis un peu comment ça a été vécu à la fois à Montréal et à la fois en Chine. Le premier item, quand on parle de communication, on peut aller à la suivante, Dina, s'il vous plaît. Quand on parle de communication, l'image de la chaîne qui est là, je l'aime bien, puis on l'utilise, Carl et moi, quand on parle évidemment qu'on est un maillon. On peut voir le maillon du milieu qui est en bleu, qui est un bleu Simon, donc on est là. Puis attaché à la fois du côté des fournisseurs d'un côté, puis du côté des clients de l'autre, qui eux ont des clients, puis des fournisseurs qui ont des fournisseurs aussi. Donc, on est un maillon. Puis c'est avec une crise comme ça qu'on réalise justement l'importance de cette chaîne-là. Donc, quand on parle de communication, on parle des employés, évidemment, les fournisseurs qu'on avait, qui sont de notre côté au niveau du bureau de Shanghai, les fournisseurs en Chine, des transporteurs, puis les clients. Donc, rapidement, évidemment, le premier emphase a été mis sur les employés, s'assurer du bien-être des employés. Accueillir les préoccupations. Il n'y a pas un employé qui vivait ça d'une façon identique, selon qu'ils ont des enfants, des parents, selon qu'eux-mêmes sont en santé ou pas. On a été chanceux au bureau de Shanghai, on peut dire qu'on n'a pas eu de cas, mais quand même, on prenait soin. Puis de maintenir le focus des équipes vers les activités qui sont encore possibles, donc par le télétravail, par les clients qui, eux, continuent de travailler ou pas. C'est sûr qu'au début, nous autres à Shanghai, les clients à Montréal continuent à eux de travailler. Le balancier s'est transformé tranquillement jusqu'au moment de la reprise en Chine, où là, c'était le contraire. C'est que là, nos clients à Montréal, il y en avait qui pouvaient carrément plus recevoir, ils ne pouvaient même pas payer nécessairement l'équipement qu'ils avaient déjà commandé. D'autres qui ont fermé. Tout ça. Donc, au niveau des fournisseurs eux-mêmes, les fournisseurs, il y en a qui ne pouvaient pas eux-mêmes livrer en Chine parce qu'il y avait eu des impacts par baisse de productivité ou trop de commandes dans certaines choses. D'autres qui ont aussi fermé, soit par des audits. Il y avait beaucoup d'audits très sévères au niveau de l'application des lois sur la distanciation, sur la protection, les équipements médicaux, soit côté financier. Il y a justement un client la semaine passée, un partenaire à Montréal, qui me racontait qu'eux ont reçu un produit, eux font affaire directement avec un fournisseur en Chine qui a envoyé un produit, puis c'était vraiment pas, il était très déçu au niveau de la qualité. Puis ça ne va pas trop ce qui se passait. Puis dans l'analyse qu'on faisait, c'était de dire, il y a 2 choses qui sont passées. C'est qu'ils ont fait affaire eux-mêmes avec la sous-traitance, puis eux-mêmes avaient changé d'équipe parce qu'il y avait une partie des employés qui venaient d'une région qui était plus affectée. Donc, ça a modifié la qualité du produit. D'où l'importance d'avoir un partenaire qui a les 2 pieds en Chine, justement, pour être capable de détecter ces choses-là, parce que des fois, ce n'est pas évident de savoir ce qui se passe là-bas. Quand on est ici. Au niveau des transporteurs, il y a eu des défis. À un moment donné, des échelles qui étaient limitées à 1 colis par entreprise par jour. C'était la folie, beaucoup de choses. Les équipements médicaux aussi, comme vous savez, qui étaient transportés, tout ça, qui prenaient de la place. Les clients, les commandes qui changent. Évidemment, parmi nos clients, on a eu des 2 sortes. On essayait à un moment donné de voir dans le périscope comment ça pouvait s'appliquer la conséquence de la COVID-19, à savoir quel client pour lesquels ça représenterait un boom, puis d'autres pour lesquels ça représentait vraiment une baisse. Donc, s'adapter, puis ces clients-là devaient s'adapter au délai. Donc, de notre côté, c'était de prioriser, puis d'accepter aussi qu'il y a certains recevables qui sont plus difficiles à recevoir. On peut aller à la prochaine. Adaptation aux règles de distanciation. Chez Simon, évidemment, on a eu à l'appliquer, comme dans la plupart des endroits maintenant, au Québec, à Montréal. Les distances, les chaises, le port de masque là-bas qui est plus culturel, même au niveau qui est plus respecté qu'ici. L'impact de la productivité,
ben, on le voit dans toute la chaîne. On le voit chez les fournisseurs, les clients, les transporteurs. Donc, on change avec ça, croit une nouvelle normalité, une nouvelle façon de travailler. Donc, par exemple, les restos qui font maintenant du take-out, de livraison, les magasins qui font du commerce en ligne, bien, chez Semen, comme disait Carl, on a aussi, par exemple, avec l'outil Goliath et d'autres outils qu'on commence à mettre sur notre site semen.ca. Donc, on l'a mis en ligne pendant la crise. C'est important de se tenir au courant de ces changements-là chez nos clients et chez les fournisseurs, des deux côtés, autant en Chine qu'autant au Canada. Qu'est-ce qui a changé quand on revient? Donc, ça revient au niveau de la communication, de voir, OK, qu'est-ce qui se passe de ton côté, comment, quelles sont les nouvelles choses. Il n'y a rien qui... Je ne pense pas qu'il y ait un endroit où c'est exactement pareil à avant quand on revient. C'est un peu comme un déménagement de siège social, comme dirait Michel Lauzon, avec qui on a fait un webinaire dernièrement. C'est d'évaluer, c'est comme un déménagement. C'est de voir qu'est-ce qu'on fait maintenant, comme autant dans la façon de travailler, autant physique, que dans ce qu'on fait comme produit, comme processus. Les équipements innovants qui deviennent des items essentiels, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup ici. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui va venir? Je dirais des fois de la situation qu'on a une de nos employés à Montréal qui cherche toujours une webcam. Il n'y en a toujours pas chez le Best Buy qui est à côté de chez elle. Je ne sais pas, j'imagine que les fabricants de webcam doivent être assez débordés. Oui, c'est ça. Donc, initialement, ce qu'on voit chez nos partenaires, c'était le réflexe normal, autant en Chine qu'ici, qui était de, comme disait Carl Lemonnier qui réalisait, on dirait que l'horizon se rétrécit, dans le sens que quand il y a une crise, quand, je ne sais pas, mais il y a un feu quelque part, bien, on pense à ce qui se passe à 10 pieds autour de soi, puis à arroser, puis tout ça. Donc, le réflexe d'aller vers l'achat local, de regarder de réduire un petit peu l'horizon au niveau soit des dépenses, soit des actions, c'est normal. Puis, autant des exportations qui ont pu réduire aussi. Fait des initiatives comme le panier bleu qu'il faut saluer, que c'est très important. L'idée qu'on vient avec ça, c'est l'importance du Québec l'importance de l'exportation au niveau de l'expertise qu'on a au Québec, de développer au niveau de la créativité, au niveau de l'ingénierie, au niveau d'amener des nouvelles idées. Ça a une grande richesse, entre autres, justement, en Chine, où c'est très prisé. Notre expertise là-dessus, on le voit en termes de multimédia, développement, tout ça. Donc, comment on peut en même temps devenir le panier bleu local dans les autres pays. Donc, de ce qu'on appelle le terme qui commence à être en mode, de localiser. C'est ce qu'on a vécu justement avec une compagnie de Montréal qui développe un système de projection qui était utilisé dans un grand projet en Chine, qu'on pensait que le projet s'arrêterait, puis que finalement, au contraire, il y a eu un investissement massif parce qu'ils savaient là-bas que ça prendrait. Puis ça a été comme une planche de salut là, pour plusieurs fournisseurs de voir qu'on pouvait continuer ce projet-là. Donc, cette expertise-là, c'est important de continuer de la développer. Puis, c'est une de nos raisons d'être d'ailleurs. Donc, c'était très rapide, mais on essaie de condenser ça. Je sais qu'il va y avoir un panel et une période de questions après. Merci beaucoup, messieurs. Excellente présentation, très intéressant. J'aimerais demander aux gens de Gowling de nous rejoindre pour approfondir quelques points tous ensemble. Pour les gens de Gowling, vous parliez de la protection de la propriété intellectuelle. On sait qu'en Chine, la loi sur la protection intellectuelle a évolué, s'est rapprochée des lois qu'on connaît au Canada et des protections qu'on peut obtenir au Canada. Quelque chose qui reste toujours incertain, c'est si c'est vraiment défendable la propriété intellectuelle en Chine. Je me demandais si Vivian ou Luc, vous pourriez nous parler de vos expériences de ce point de vue-là. Alors, vas-y, Vivian, je pense qu'on a des cas vécus. Oui, on a des cas vécus. Alors, bon, effectivement, travaillant en Chine depuis 20 ans, c'est certain qu'il y a 20 ans ou il y a 15 ans, la Chine était le pays des copycats, des contrefacteurs. Et puis, en Chine, on disait « Ah, mais je vous copie, mais c'est un compliment ». Donc ça, c'était bon, effectivement la réponse traditionnelle et typique. Et les autorités locales chinoises, lorsqu'on avait bien enregistré les droits, et au niveau des lois, il y a 20 ans, la Chine faisait déjà partie de nombreuses conventions internationales sur la défense des droits de propriété intellectuelle, souvent en pratique, les droits n'étaient pas respectés. Les autorités locales, quand on leur demandait de fermer une usine qui employait 300 ou 1000 ouvriers à fabriquer des contrefaçons,
évidemment, les autorités locales, elles ne voulaient pas trop fermer et puis se retrouver avec 1000 ouvriers dans la rue. Donc on n'avait pas de coopération. Maintenant, la situation a extraordinairement changé. Les 10 dernières années, j'ai vu une évolution absolument phénoménale dans la défense des droits de propriété intellectuelle et industrielle ici en Chine. Ce n'est pas juste de la théorie ou de la propagande, certainement pas. Je partage l'expérience que l'on voit justement pour nos clients, que l'on voit aussi pour d'autres groupes ici étrangers en Chine. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette évolution? Eh bien, en réalité, ce n'est pas tant parce que le gouvernement de Pékin, par exemple, veut faire plaisir à Donald Trump. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas aussi simple. Non, pas du tout. C'est qu'en réalité, depuis 10 ans, comme vous le savez, il y a des mastodontes, des groupes chinois qui investissent massivement en recherche et développement. Par exemple, en télécom, comme vous le connaissez bien, le groupe Huawei, et puis aussi d'autres groupes à Shenzhen, où je suis à côté de Shenzhen, ZTE, à eux deux, ces deux grands groupes chinois dans les télécoms déposent plus de brevets dans le monde, non seulement en Chine, mais aussi dans les pays, les économies plus développées en Amérique du Nord et puis en Europe, déposent plus de brevets que IBM. C'est devenu parmi les premiers groupes à enregistrer des brevets dans le monde. Et donc, avec ces millions de dollars investis en recherche et développement, eh bien, ces groupes chinois disent eux-mêmes au gouvernement chinois, attendez, non mais on ne va pas investir des millions en recherche et développement si c'est pour se faire copier par des contrefacteurs chinois. Donc du coup, le gouvernement chinois a tout à fait pris la mesure des droits de propriété intellectuelle et en fait a évolué bien, en réalité pour bénéficier aux groupes chinois. Et nous, ce que l'on note, c'est que même avant cette loi des investissements étrangers dont je parlais tout à l'heure et traitement national, et bien depuis au moins 5 ans, on voit tout à fait les autorités chinoises eh bien, rôder, formées aux droits de propriété intellectuelle, y compris au niveau local, dans des villes de deuxième rang. On travaille main dans la main avec la police chinoise, des cabinets d'investigation, les autorités chinoises pour fermer des usines de contrefaçon. En décembre dernier, par exemple, on a assisté un client, alors ce n'était pas un client canadien, mais c'était un client européen qui avait déjà enregistré des brevets ici en Chine. La société étrangère, hein, le siège en Europe qui enregistre des droits de propriété intellectuelle ici en Chine et des brevets, ça c'est possible. Et donc, l'autorité administrative, la police, nous a aidés à fermer 4 usines de contrefaçon, c'était en décembre dernier, à Dongguan et puis ensuite à Canton. Le raid avec la police et mon équipe a commencé à minuit et s'est prolongé jusqu'à 36 heures après parce qu'au fur et à mesure, elle découvrait des usines sur le site. Et puis là encore, le mois dernier, on a renouvelé encore un raid pour le même client d'ailleurs, autre part ici à Canton, d'autres contrefacteurs et on a saisi l'équivalent de plus de 10 millions d'US dollars de contrefaçon. Donc c'était 50 millions d'RMB, donc presque, disons 8 millions de dollars. Il y a eu au moins 10 personnes d'arrêtées en décembre et puis là, le mois dernier, 7 personnes. Donc, juste pour vous témoigner que sur le terrain, on peut tout à fait défendre les droits de propriété intellectuelle, y compris de groupes étrangers qui ont enregistré des droits ici en Chine. C'est comme… Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que ça vaut la peine de se protéger et c'est possible de se défendre en travaillant avec des gens comme vous. Merveilleux. J'aimerais revenir aussi avec les gens de Simon. Vous avez parlé de la production AKB 48, très intéressant, surtout dans un mode où il y a un suivi culte pour c'est le genre de groupe. Moi, je me demandais pour des productions plus, disons, conventionnelles, traditionnelles ou d'envergure. On sait que le Cirque du Soleil a mis en veille, a redémarré en fait leur cirque, leur spectacle permanent à Hangzhou. Je me demandais si vous avez noté des points, s'il y a des leçons à tirer pour même les producteurs québécois sur la relance de leur spectacle et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Oui. Premièrement, je répondrais peut-être juste sur… J'ai un petit point à rajouter sur IP par expérience personnelle. Nous aussi, on a été impliqués dans une situation où une marque de commerce avait été déposée et était légitimement sur le principe de first to file, avait été légitimement déposée et obtenue par une compagnie chinoise. J'ai été vraiment surpris, effectivement, du fait qu'on a été capable d'aller rechercher, on a été capable de
de faire valoir aux tribunaux que c'était oui, ça avait été obtenu, mais c'était dans un objectif d'extorsion. Ce n'était pas dans un objectif de véritablement utiliser la marque. On a été capable de renverser la décision. C'est vraiment impressionnant, là. Il n'y a pas grand monde, je pense, qui aurait cru ça, là, mais de dire à quel point ils ont été objectifs avec une compagnie canadienne pour renverser la décision. Si je reviens sur votre point, Philippe, par rapport à l'entertainment en Chine, moi, je pense qu'une des choses qu'aujourd'hui, pour avoir du succès, c'est faut voir l'entertainment comme étant un contenu, mais évidemment, tout le monde le voit comme ça, mais je le réitère, un contenu et des canaux de distribution. OK? Donc, aujourd'hui, dans le fond, le canal de distribution, de mettre des gens qui font une performance dans une salle de spectacle, il est très difficile à monétiser. Donc, ça, c'est le constat concret qu'on a actuellement. OK? Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver ces contenus qu'on est capable de monétiser dans d'autres canaux. C'est simple comme ça. Est-ce qu'on est capable d'utiliser un contenu? Est-ce qu'on a un personnage? Est-ce qu'on a des valeurs qui sont transmises dans un contenu qu'on détient? Est-ce qu'on a une histoire à raconter qui pourrait être mise dans un livre, dans une émission pour faire un contenu éducatif? Évidemment, dans les exemples qu'on a donnés à nous, de faire un contenu qui peut être publié en ligne, qui pourrait faire un épisode télévisé. C'est sur ça qu'il faut miser. Je pense que jusqu'à un certain point, les propriétaires de contenu au Québec ou les grands acteurs dans le domaine du divertissement ont développer une grande expertise qui est celle de faire un spectacle extraordinaire, d'avoir un spectacle, dans le fond, dont la qualité est inégalée, le niveau de performance, le niveau technique, la qualité musicale, je dirais l'intégrité esthétique du spectacle est extraordinaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout ça, ça doit être mis en pause pour encore au moins 6 à 12 mois. Ce qu'il faut réussir à retrouver maintenant, c'est dans nos contenus de entertainment, est-ce qu'on a des choses qui sont capables d'être monétisées dans d'autres canaux? C'est ça la priorité, à mon opinion. Merveilleux, fantastique. Merci beaucoup. Peut-être un autre point qui est très à propos de ce temps-ci. On note que d'ici la fin 2020, on s'attend à ce que la Chine finalise le déploiement de son système de crédit social corporatif sous le Corporate Social Credit System. Le système aurait pour effet de pénaliser les entreprises avec des mauvais comportements, récompenser les entreprises avec des bons comportements qui pourraient aller de réduction de taux de taxes, traverser les frontières plus facilement, des choses comme ça. Je me demandais, peut-être les gens de Garling peuvent nous aider, mais est-ce qu'il y a des moyens d'aider ou est-ce que les entreprises étrangères devraient se préparer d'une manière spécifique à ce système-là? Oui, peut-être que je vais répondre effectivement à cette question-là. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité ici en Chine, le crédit social, non seulement pour les sociétés ici en Chine, les sociétés étrangères qui opèrent en Chine, mais également pour les individus. Et donc là, comme on a aussi une loi de non-discrimination, de traitement national, eh bien oui, nous-mêmes étrangers en Chine, on est soumis à cette notation officielle. On est chacun noté, et puis les sociétés à capitaux étrangers également sont notées ici en Chine. Et ce qu'on note en fait depuis, disons, 2-3 ans qu'ils ont annoncé ce plan, c'est que les autorités chinoises finalement reconnaissent officiellement qu'elles maintiennent des listes noires, des blacklists, qu'elles notent les sociétés. Mais c'était toujours fait de manière autonome, où chaque autorité dans son coin. On avait par exemple l'administration de l'industrie du commerce ou le registre des sociétés qui donnait une liste noire de sociétés qui n'étaient pas compliant, qui ne respectaient pas la loi. On a aussi de l'autre côté le bureau des taxes, bien sûr, qui a ses blacklists. Les douanes, on a des grades, et c'était déjà officiel à l'époque. On a pour les individus la Cour suprême, qui a également une liste de pas moins de 2 millions d'individus chinois qui sont blacklistés. Et puis avec les apps et le big data, on a également dans certaines villes des expérimentations par les autorités locales et les mairies qui donnent des cartes. Et avec votre smartphone, vous pouvez voir autour de vous, dans votre voisinage, s'il y a des gens qui sont justement sur cette blacklist de la Cour suprême. C'est un peu effrayant. Mais disons qu'on est encore en phase d'expérimentation au niveau national, au niveau local. Ce n'est pas encore en vigueur. La réforme, elle vise à fusionner toutes ces listes noires des différentes administrations, à mettre de la cohérence, de l'harmonisation. C'est également redoutable parce que ça va justement entraîner des contrôles beaucoup plus stricts
lorsque vous opérez, vous faites affaire ici en Chine, vous avez une société ici sur place, dès lors que votre société n'est pas tout à fait compliant en termes de taxes ou de douane, eh bien, toutes les autres administrations le seront, puisque ce sera sur ce registre du SCFI Social Credit System, Credit Rating officiel, et puis aussi certaines informations seront publiques. Donc, vos fournisseurs, vos clients en Chine pourront également savoir quelle est la note officielle de votre société, quelle est la note officielle des dirigeants. Donc, bon, à ce stade, voilà, ça fait un peu peur. On se dit, mais c'est encore pire que 1984 parce que c'est toutes les apps et le big data et toutes les tracking, le Internet of Things. Votre smartphone vous connaît mieux vous-même que votre propre mère de nos jours. Ils savent exactement à quelle heure vous êtes allé au travail, où ça, combien de temps vous êtes resté devant tel magasin. Donc, on va voir justement comment ça va évoluer. Il était prévu que ce soit implémenté, complètement fusionné au niveau national pour la fin de l'année 2020. Il semblerait que ce projet soit peut-être reporté vraisemblablement à l'année prochaine pour rassurer, parce que les Chinois eux-mêmes ne sont pas rassurés avec ce nouveau système. Fantastique. Donc, regardez l'œil sur ce qui se passe. Peut-être une dernière question avant qu'on passe aux questions du public. On sait très bien qu'en Chine, les relations d'affaires et le développement des relations d'affaires passent par les relations face à face. On dit souvent que le guanxi ou les relations interpersonnelles sont très importantes, presque plus que les relations contractuelles. Carl et Jean-Luc, vous y avez touché un petit peu, mais je me demandais si vous avez vu des changements de culture ou des changements d'approche par les Chinois eux-mêmes qui pourraient nous aider à faire les affaires avec la Chine en sachant que les frontières sont plutôt étanches et le seront probablement pour un certain temps. Ben, je dirais que si… je vais te laisser aller, Jean-Luc, puis je compléterai peut-être par la suite, peut-être. Ben, écoute, moi, j'avais juste un volet que je voulais emmener. Moi, j'ai commencé mes premiers voyages en Chine en 2008 pour développer des marchés là-bas, qui était l'année des Olympiques. Puis, évidemment, le changement, j'avais entendu parler, les gens me prévenaient, le guanxi, puis c'est un petit peu comme abstrait jusqu'à temps que tu le vives vraiment, puis tu te rends compte qu'à partir du moment où tu établis une relation de confiance, puis moi, je donnais tout le temps l'exemple, dans le fond, c'est d'être au même niveau des yeux. Quand tu arrives un petit peu trop haut, que tu te prends pour le conquérant, ça ne fonctionne pas. Puis si à l'inverse, tu essaies de faire des jokes puis d'essayer d'avoir l'air, tu sais, puis dans le fond, c'est comme de culture à culture, ça devrait être comme ça de toute façon, là, de travailler d'égal à égal. Mais en Chine, c'est vrai que la notion de guanxi est importante, mais les réseaux sociaux, le fait de WeChat, tantôt, Vivian qui parlait justement de WeChat avec lequel il paie, bien moi, c'est carrément avec ça avec quoi je travaille. Je veux dire, on a un réseau. Puis de maintenir ces liens-là, puis avec le fait qu'on ne puisse pas aller, tu sais, l'important, moi je dis tout le temps, de voyage à l'autre, le défi, c'est toujours d'être capable de revoir les mêmes personnes qu'au dernier voyage, plus ceux qui se rajoutent. Ça fait un horaire qui était quasiment impossible, parce que si tu y vas, puis là, ouais, mais tu n'es pas venu me voir, ben ouais, mais là, il y avait d'autres gens plus importants que moi. Fait qu'une chance que WeChat existe, parce qu'on peut faire beaucoup de liens. Mais c'était effectivement important de garder. Puis il y avait beaucoup de questions. C'est drôle, au début de la crise, moi, j'écrivais des WeChat, je disais « j'espère que tu es correct », puis tout ça. Puis à mesure que l'aventure s'en venait ici, le nombre de personnes en Chine qui me disaient « hey, j'espère que vous êtes correct à Montréal, je pourrais peut-être vous envoyer des masques si vous voulez ». Ce lien-là était très important. Mais du fait de ne pas pouvoir aller se promener là-bas, faut apporter une attention particulière de garder nos relations, là, de continuer de ça. Carl, je te laisse poursuivre. Je dirais, moi, oui, je vois une évolution par contre, je dirais. Moi, ma clé en or, c'est la qualité de mon mandarin là, en Chine, là, donc je peux parler, converser mandarin. Donc, j'ai réussi à développer ces relations-là, puis je suis privilégié, mais je dirais que ça compte de moins en moins, en fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on en parlait beaucoup, c'était intéressant la partie de présentation sur Vivian, où on voyait l'importance, dans le fond, des réseaux sociaux, de les ventes en ligne. Je veux dire, aujourd'hui, même si vous êtes capable d'avoir une excellente relation personnelle, ça ne vaut certainement pas d'avoir 1 million de personnes qui suivent votre WeChat ou d'avoir un réseau, dans le fond, déjà bien établi de vente en ligne. C'est quand même en train de se transitionner. Moi, je dirais que c'est sûr que
la relation interpersonnelle dans le domaine des affaires, c'est important au Canada aussi. Là. Ça fait que c'est comme je pense que l'importance relative en Chine est en train de diminuer. Elle se rapproche simplement de celle qu'on pourrait retrouver au Canada ou dans d'autres pays, qui est celle de dire qu'évidemment, on aime mieux faire affaire avec des gens avec qui on a une affinité, en qui on fait confiance. Dans le fond, ça va toujours rester. Mais dans le contexte plus général du succès en affaires en Chine, je vous dirais que ce qui monte rapidement, c'est d'avoir une bonne compréhension, dans le fond, de comment être capable d'être présent sur les médias sociaux et comment être capable de vendre en ligne. Si vous avez ça, à la limite, vous en avez un peu moins sur le côté social, là, c'est moins grave que c'était peut-être il y a 10 ans. Mais c'est rassurant parce que comme tu dis, s'il y a de plus en plus de monde qui se convertissent au WeChat ou aux réseaux sociaux, ben, peut-être qu'on peut amener le Guangxi en ligne et le développer comme ça. Écoutez, messieurs, c'est très intéressant. Le temps file. Je pense qu'on a reçu quelques questions du public. Alors, à ce moment-ci, j'aimerais passer la parole à Amélie Breton, conseillère développement des marchés internationaux à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, pour nous faire part des questions du public. À toi, Amélie. Merci beaucoup, Philippe. Donc, la première question du public qu'on a reçue provient de Holofusion. C'est une question pour Semen. Donc, voici la question. Quelles suggestions avez-vous pour les entrepreneurs qui doivent importer de la Chine pour développer leurs projets? Comment gérer les fournisseurs? Puis, j'ajouterai à la question, est-ce qu'on doit s'inquiéter d'une deuxième vague de l'épidémie en Chine au niveau des complications pour les chaînes d'approvisionnement? Donc, la question était pour Jean-Luc et Carl le choix de répondre. OK. Bien, je pourrais dire le fait d'avoir... Si je comprends bien la question, c'est comment travailler pour bien être efficace pour s'approvisionner en Chine et développer des choses. Bien, c'est un peu notre rôle. Je ne dis pas qu'il y a juste nous autres, puis c'est pas pour faire de l'infopub et dire venez nous voir, mais c'est un fait que c'est une des raisons de notre existence, justement, c'est d'être capable d'établir des liens, d'avoir un lien fort avec ce qui se passe là-bas. Puis surtout dans la différence maintenant que c'est plus difficile de voyager. Moi, je connais des gens qui allaient à tous les 2 mois. C'était mon cas dans le temps. Un peu plus que ça, pour pouvoir justement être là sur place. Mais là, c'est d'avoir des liens forts, puis de vérifier avec qui vous faites affaire. Ça, c'est une des premières choses, justement, où est-ce que des gens peuvent vous conseiller. Le CCBC, entre autres, c'est un des rôles, moi, que j'utilisais quand je travaillais là-bas aussi, c'est de faire un genre de due diligence, aussi de voir avec qui on travaille, qui sont ces gens-là. C'est ce qu'on fait aussi, de vérifier est-ce que c'est des gens qui ont un bon business scope, est-ce qu'ils ont payé leurs taxes, est-ce que c'est des gens qui sont legit dans ce qu'ils font, avec qui ils travaillent, est-ce que c'est vraiment eux qui travaillent ou tu fais affaire avec quelqu'un qui a un cousin quelque part qui fait ça. Donc, de vérifier la source. Puis je te laisse, Carl, continuer peut-être au niveau de la rechute. Tu as d'autres choses à dire là-dessus, mais c'est un art de choisir la bonne personne avec qui travailler. Mais il y a moyen de trouver ça. Je veux dire, il y a du bon qui sort de la Chine, comme il y a plus de tout, finalement, comme on dit. Moi, je vais prendre la fameuse question de la deuxième vague. Donc, écoutez, je vais essayer de faire ça rapidement, là, mais oui, effectivement, pour la deuxième vague, est-ce que vous m'entendez bien? Et donc, oui, effectivement, parfait. Donc, il y a plusieurs centaines de cas qui sont apparus à Pékin. C'est inquiétant parce que c'est dans le fond, dans un centre de distribution alimentaire Xinfadi qui est le plus gros en Chine, à ce que je cherche, certainement le plus gros à Pékin. Donc, mais ce qui est rassurant, donc, puis on ne peut pas lire l'avenir, on ne peut pas savoir. Mais juste de vue d'ici, certainement, puis de l'expérience qu'on a eue, dans le fond, en guillemets, d'avoir vécu la première vague ici, on le voit que des mesures sont en place qui sont très agressives. Déjà, Pékin est essentiellement fermé. Il y a des centaines de milliers de tests qui ont été faits par essentiellement toutes les personnes qui étaient autour du marché. Donc, je dirais, le comportement par rapport à la Chine dans le fond, mettre rapidement en place des mesures pour être capable de contenir une deuxième vague, on le sent vraiment. J'ai l'impression que ça va être ça, hein, la nouvelle réalité. Il va y avoir un peu, jusqu'à ce qu'un vaccin ou quelque chose pour vraiment guérir la maladie, ça va être épisodique. Mais mon opinion, c'est une opinion. Je ne crois pas que ça va faire comme la dernière fois parce qu'il y a déjà tellement de choses qui sont en place, dans le fond, qui peuvent permettre de mieux contenir la maladie cette fois-ci.
Je pense qu'Amélie a peut-être un délai sur la connexion. Ça fait que je vais me proposer de prendre le relais sur des questions du public. Il y a une question qui est rentrée qui parlait des protections intellectuelles. Ça s'applique probablement aux deux groupes, là, Gowling et Simon. La question, elle est comme suit. On parle beaucoup des grandes entreprises, la protection de propriété intellectuelle, ça peut être dispendieux. Est-ce qu'il y a moyen pour une PME ou un start-up de bien se protéger dans ces conditions? J'aimerais juste dire tantôt, c'est une très bonne question. L'exemple que Carl a donné de la compagnie qui s'était fait un petit peu subtiliser leur nom et enregistrer en Chine, puis qu'on est capable d'aller chercher, bien, c'est une PME. C'est une PME qui est basée à Boucherville. Puis c'était justement un des points au début quand on a commencé les démarches, de dire est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Ben oui, c'était fait. Honnêtement, l'investissement était très modeste pour le gain qui a été eu. Fait que je pense que oui, c'est à la mesure de. Puis ça fait partie de l'analyse. Là. Je laisse mes collègues ici répondre pour peut-être d'autres opinions. Luc, est-ce que tu t'es intervenu aussi sur le. Vas-y. Oui, en matière de lutte, enfin de protection de la propriété intellectuelle, de lutte contre les contrefaçons, bien sûr, c'est très souvent une question de budget, y compris, pas seulement en Chine, y compris dans d'autres juridictions, de ce que je comprends. Certains groupes vont par exemple enregistrer une marque pour tous les produits et services qui existent et à chaque fois vont payer des frais pour chaque classe de produits. Et d'autres sociétés vont plutôt effectivement enregistrer une marque juste pour les produits qu'ils vendent, qu'ils fabriquent. Donc, c'est toujours une question de budget, peu importe la juridiction. Ici, en Chine en particulier, c'est vrai que le pays est immense, hein, c'est comme presque aussi grand que le Canada au niveau géographique. Et donc, c'est comme un continent et c'est très difficile de lutter contre les contrefaçons. Ça peut être un budget sans fond. Pour une PME, le conseil, et c'est ce que l'on fait justement pour nos clients qui sont des PME, on n'a pas que des grands groupes parmi notre clientèle, on a aussi des PME, des entrepreneurs. C'est effectivement d'essayer d'obtenir le plus d'informations du marché déjà par soi-même, plutôt que de payer un investigateur. Et une fois que vous aurez déjà des éléments de preuve, eh bien en Chine, on est un pays donc, communiste, très bien organisé au niveau des autorités. Ce sont des services publics gratuits et la PME peut tout à fait, avec un accompagnement modeste, se rendre à la police, faire justement ces déclarations et la police, s'il y a assez d'éléments de preuve, va mener une enquête et peut effectivement lutter et puis arrêter le contrefacteur. En pratique, par expérience, je dois dire que ça marche surtout pour des produits, des contrefaçons qui posent des problèmes de santé ou de sécurité. Là, par exemple, on est en train justement de conseiller un client canadien pour ce qui est des échangeurs de gaz et certaines contrefaçons ou copies qui se vendent sur le marché chinois. Bien là, effectivement, si ces copies, on arrive à prouver qu'elles posent un risque au niveau de la santé ou de la sécurité, les autorités chinoises vont tout à fait coopérer et de manière très forte. Et là, les PME n'ont pas besoin de déverser un budget sans fond, non, pas du tout. C'est très accessible. Je voudrais juste rajouter un point qu'on a une compagnie actuellement à Montréal qui a un problème d'un fournisseur là-bas avec qui elle avait travaillé depuis longtemps et que des moules ont utilisé pour faire d'autres produits sans autorisation. Il était question d'aller en cours, mais ce qu'on amène comme point, c'est plus d'essayer de faire une entente à l'amiable, comme on peut faire ici aussi, où les coûts vont être réduits sans nécessairement aller jusqu'en cours. Fait que comment on peut pousser le plus possible d'aller chercher au niveau de la relation, tout ça, pour régler les cas, sans aller en cours. Mais après ça, ben, c'est... Oui. Donc, un peu du cas par cas et c'est à explorer. On est presque à la fin de notre temps, mais une dernière question que j'aimerais prendre et probablement, si vous voulez appuyer, quelqu'un demandait si les produits canadiens sont bien perçus dans le marché chinois par les Chinois. Et moi, j'aimerais dire à tout le monde que les produits canadiens, la marque Canada est très bien perçue en Chine. En fait, la marque Québec a un rayonnement exceptionnel. On a des bonnes représentations du Québec en Chine. Et les produits et marques qui viennent du Québec et du Canada sont très bien reçus et en fait recherchés. Je ne sais pas, messieurs, si vous voulez appuyer ou vous avez une opinion sur le cas, mais moi, j'encourage tout le monde qui pense vouloir aller en Chine de considérer l'option parce que la réception est très bonne.
En tout cas, moi, j'appuie certainement ça. Dans le fond, oui, on a un excellent. Oui, il y a des hauts et des bas, là, c'est sûr, mais dans le fond, tous les pays ont des hauts et des bas avec la Chine, là, parce qu'ils sont en train de s'affirmer comme puissance mondiale. Je dirais qu'on est plus haut que la majorité des autres, ça fait que c'est comme ils disent, c'est pas important de courir plus vite que l'ours, en autant que tu cours plus vite que les gens qui sont à côté de toi. Donc, dans ce cas-là, nous, on est en avance. Merveilleux. Ce qui a l'air de bien marcher, et effectivement, la marque Canada a toujours beaucoup de succès auprès des consommateurs chinois. Hein. On le voit, on le note aussi pour nos clients canadiens, heureusement. C'est notamment tout ce qui touche à la santé, tout ce qui touche justement au bien-être. J'ai pu travailler, par exemple, pour des clients canadiens qui étaient en coopération avec des maisons de retraite chinoises pour leur apprendre justement voilà, comment… certains savoir-faire dans les maisons de retraite en partenariat avec des Chinois. Donc ça, c'était assez intéressant en matière de produits de consommation, pas simplement il faut voir en fait. Mais souvent les produits alimentaires et puis tout ce qui touche à la santé, là, ça marche bien. Et puis avec le coronavirus, ça a une résonance particulière pour les consommateurs chinois. Fantastique. Je passe maintenant, pour terminer, je passe la parole à Amélie pour clore notre événement. Merci. Bonjour, merci à tous. J'ai eu un petit souci avec la connexion pendant la période des questions. Merci Philippe d'avoir repris le contrôle. Mais bon, je profite des dernières minutes pour remercier bien entendu tous les participants qui se sont joints à nous pour l'événement, mais aussi le Conseil d'affaires Canada-Chine. Philippe, merci beaucoup. Puis également, un grand merci à tous les panélistes qui ont accepté de se joindre à nous pour cet événement. Donc, pour les participants, je tiens à vous rappeler que vous allez recevoir les présentations PowerPoint à la suite de l'événement, qui est également disponible sur notre site web. Donc, vous allez pouvoir réécouter l'enregistrement. Vous allez également recevoir un questionnaire d'évaluation à la fin de l'événement. Je vous invite à le remplir. Ça nous permet, à notre côté, chez l'équipe Accélère, de bien comprendre vos besoins, puis aussi de nous améliorer pour les événements futurs. Donc, voilà, avant de terminer aussi, je vous invite à ne pas manquer notre prochain événement en ligne, le Café Export, qui aura lieu le 9 juillet. Donc, à ajouter à votre agenda. Entre-temps, si jamais vous avez besoin de conseils, l'équipe Accélère est disponible à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. N'hésitez pas à nous rejoindre. Puis, aussi, j'aimerais remercier notre partenaire officiel Développement économique Canada pour les régions du Québec pour le support. Donc, voilà, merci encore à tous les panélistes d'avoir accepté de partager votre expertise, votre expérience avec nous. Vous avez été très généreux. Puis, je vous souhaite à la prochaine pour un prochain événement. Merci aussi, encore une fois, à CCBC. Ce fait un plaisir de collaborer avec vous. Merci. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Merci. Merci. Merci, au revoir. Bon week-end. Au revoir.